Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi de vous retrouver pour notre deuxième épisode des Français et l'investissement. Et oui, encore une fois, on va se baser sur le rapport de l'AMF qui est paru en ce début d'année 2025. Et si vous n'avez pas vu le premier épisode, bien sûr, je vais mettre le lien en description. Et donc, vous pourrez aller voir ce premier épisode. Et je vous mettrai aussi le pop-up à la fin de cette vidéo. Mais pour ce deuxième épisode, on va parler des Français et de leur culture financière et d'où ils vont chercher leurs informations au niveau financier. Et vous allez voir, ça traduit vraiment aussi la mentalité française. Très, je sais tout, mais au final, vous allez voir, peut-être que ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, on va en parler. Allez, du coup, on commence tout de suite. Donc la culture financière des Français, donc en quoi elle consiste, on va voir exactement, en tout cas ce que nous dit cette étude. Donc comme vous pouvez le voir, 41% des personnes estiment bien connaître le domaine de l'épargne et des placements. 41% soi-disant connaissent vraiment bien ce domaine. Bon, on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. Donc 8% très bien, bon là je pense que c'est plutôt cohérent, et 34%, 33%, pardon, plutôt assez bien. Bon, on va voir. Du coup, ça fait 41% bien. Et on a 59% de gens honnêtes, en effet, qui ne connaissent soit assez mal ou soit très mal. Bon, ça, voilà. Je pense que ces personnes-là sont un peu plus honnêtes que d'autres. Et ce qui est intéressant de voir, c'est notamment l'évolution du coup, de personnes qui se disent, en tout cas, bien connaître. Et on voit, par exemple, le pic, il a été en 2020. Donc, en effet, la bourse, elle a été quand même de façon assez croissante jusqu'en 2020, jusqu'à la période de Covid. Et là, il y a eu une forte chute. Et là, on voit que ça passe de 48 à 38. Et parce que c'est vrai que quand tout se passe bien, on a l'impression qu'on est les rois du pétrole, le roi du monde, et de se dire, tout se passe bien, je suis un génie. Et voilà, donc vous pouvez investir sur n'importe quoi. Et en fait, ça augmente et tu dis, c'est moi, je suis un génie. Et voilà, clairement pas. Et donc on voit en effet qu'il y avait eu une chute et là les gens, il y en a quand même qui se sont dit bon peut-être en fait je suis pas si bon que ça et voilà, donc on voit quand même qu'il y a une forte chute 38-35% et là c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on est quand même sur une période plutôt positive au niveau en tout cas des marchés financiers et donc là ça remonte fortement. Voilà, il y en a de nouveau des personnes qui se disent que en tout cas ils connaissent très très bien la bourse et en général plutôt l'investissement. C'est intéressant de voir aussi qui sont ces connaisseurs. Donc principalement des hommes pour 59%. Voilà, vous savez que moi ça me préoccupe beaucoup le fait qu'il y ait finalement peu de femmes qui s'intéressent à l'investissement et qui sont vraiment dans l'investissement. On l'a vu dans une de mes dernières interviews avec notamment Valérie. Voilà, ça m'a un peu réconcilié avec ça et dire que finalement c'est pas qu'un mythe malgré tout, il y a quand même plus d'hommes que de femmes, mais il y a des femmes et en tout cas quand elles s'y mettent, elles sont vraiment très très fortes et on va voir, il y a une petite stat après qui est en tout cas en faveur selon moi des femmes. Ensuite, principalement des gens de moins de 35 ans, ce qui est quand même assez bizarre parce que normalement c'est des gens, en tout cas des gens plus âgés, ont plus de pouvoir en tout cas d'investissement et en tout cas ces personnes-là apparemment ne connaissent pas, mais après c'est aussi une nouvelle génération qui se renseigne plus bien sûr avec internet et autres. Donc principalement aussi des Parisiens, donc région parisienne. Ça pour moi c'est assez paradoxal parce que je prends encore une fois mon cas, mais je vois que par rapport à mes collègues en province, je gagne à peu près la même chose, sauf que la vie à Paris est beaucoup plus chère que la vie en province. Et donc je me dis, ils ont des capacités du coup d'investissement plus importantes que moi. Donc c'est eux qui devraient vraiment investir. Et apparemment, en tout cas, les Parisiens se disent, en tout cas, plus connaisseurs. Encore une fois, bien sûr, on connaît, on connaît les Parisiens. Après CSP+, donc plus des cadres et des gens qui ont des diplômes un peu supérieurs en majorité. Ok, donc très clair. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui investissent en bourse, en crypto et en crowdfunding, donc c'est des gens qui se disent en tout cas plutôt connaisseurs, donc pour 54% des gens. Et en effet, c'est pas comme investir dans son fonds euro où voilà, où finalement je ne connais rien et je fais confiance à ma banque. On va voir, on va en parler, beaucoup de personnes font ça. Voilà, sur de la bourse, la crypto, au crowdfunding, c'est des gens aussi qui s'intéressent finalement à leurs investissements et donc c'est des gens qui sont un peu plus connaisseurs, en tout cas encore une fois, selon le déclaratif. Donc voilà, donc ça, intéressant en tout cas à prendre en compte, mais voilà, je trouve ça plutôt cool. Ensuite, alors, avoir donc un manque d'aisance pour plus de la moitié des Français en matière d'investissement. Donc, quand vous parlez du coup d'investissement, avec qui vous êtes à l'aise et pas à l'aise. Et là, alors, en première position ou avec les personnes avec qui vous êtes le plus à l'aise pour parler placement et investissement, c'est votre conseiller de banque.
Et ben, en fait, c'est normal parce que votre conseiller bancaire n'y connaît strictement rien. Au moins, au pire, il est au même niveau que vous. Donc, bah, c'est quand même plus facile de parler avec quelqu'un finalement qui a le même niveau que vous. Donc voilà, ça c'est clairement un premier point. Enfin, clairement, encore une fois, les conseillers bancaires n'y connaissent strictement rien. Ils ont eu juste quelques formations pour pousser les produits de la banque, mais ils ne connaissent rien à l'investissement. Encore une fois, j'en ai plein des conseillers bancaires et je peux vous dire qu'ils ne connaissent rien. C'est moi qui leur apprends clairement des choses et honnêtement, pour la plupart, bien sûr, il y a à de rares exceptions. Bien sûr, il y a des très très bons conseillers bancaires. Voilà, d'ailleurs, je vais en interviewer un dans pas très longtemps, mais bah, clairement, ils ne savent pas grand-chose là-dessus. Ensuite, donc, ils sont en général, les Français sont plutôt à l'aise, donc à 59%, pour choisir un placement qui correspond le mieux à leur situation et à leurs objectifs. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'objectif, les Français. 95% des gens n'ont pas d'objectif. Un objectif quoi, de placement pour ma retraite, ce n'est pas un objectif. Un objectif de placement pour l'étude de mes secondaires de mes enfants, ce n'est pas un objectif. Un objectif doit être smart. Donc, bah, ça ne veut rien dire de j'épargne pour ma retraite. Combien vous voulez pour votre retraite? Vous voulez 100 euros, 1000 euros, 2, 3, 4, 5 000 euros? Voilà, ça n'a rien. Enfin, ce n'est pas un objectif de dire je place mon argent pour la retraite. Vraiment, mettez-vous ça dans la tête, ce n'est pas un objectif. Parce que si vous ne mettez pas d'objectif vraiment chiffré, eh ben, oui, vous allez faire un petit peu. Mais au final, c'est pas. Enfin, en gros, il n'y aura pas d'objectif atteint, plus ou moins. Enfin, peut-être vous allez finalement avoir 100 euros à la fin par mois via vos investissements pour la retraite. Bon, bah, ça, c'est pas un objectif. En tout cas, ça servira en tout cas strictement à rien. Ensuite, donc, 51% se disent donc et à l'aisance quand ils lisent un document d'information sur un placement financier. Bon, honnêtement, même pour moi, je trouve ça assez compliqué parfois de comprendre, donc bah, bravo à eux. Évaluer le niveau de risque des placements, donc 50%. Oui, bon, ok, pourquoi pas. Utiliser les informations et conseils sur les placements que l'on peut trouver sur Internet. Ça, vous voyez, il y a une forte progression. Donc c'est vrai qu'aussi, il y a de plus en plus de gens qui s'informent via Internet. Et on a vu notamment les jeunes générations. Ensuite, donc, pour se diversifier vos placements, donc 48%, en tout cas, les gens sont plutôt à l'aise pour diversifier leurs placements. On va voir après, bon, ils sont pas en général, ils ne diversifient pas beaucoup. Ensuite, évaluer l'impact des frais d'un placement sur son rendement. Donc 48%, clairement, il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent pas compte. Et lire des articles spécialisés de la presse financière, bon, 41%. Donc ça, c'est quand même la partie là où les gens sont moins à l'aise, mais encore une fois, c'est fait exprès. C'est tous les médias dits spécialisés sont là pour rendre les choses complexes, pour finalement avoir l'impression que l'investissement c'est compliqué. Et finalement de se dire bah, je vais faire confiance à mon CGP, à ma banque et autres. Ça c'est fait exprès. Donc voilà, c'est normal que encore une fois on se sent moins à l'aise pour comprendre ça parce que bah, ils vont faire exprès d'utiliser des mots barbares et autres, alors qu'en fait c'est très très enfin, ça peut être en tout cas très très simple. Donc l'AMF poser des questions aussi pour vérifier finalement si les Français avaient vraiment une culture financière et si ça finalement ils connaissaient des choses à la finance. Et donc ils ont posé 3 questions du coup à toutes les personnes qu'ils ont interrogées pour vérifier tout ça. Et vous allez voir, c'est assez étonnant. Et du coup, on va faire l'exercice ensemble. Donc je vais vous poser les 3 questions et je vous montrerai bien sûr les réponses seulement à la fin, mais faites l'exercice honnêtement de façon honnête. Voilà, je vais vous poser les questions avec les différentes réponses et donc répondez, mettez pause sur la vidéo et du coup voilà, répondez et on va voir aussi et mettez-moi en commentaire à la fin du coup est-ce que vous avez bien répondu s'il y a une, deux ou trois questions. Alors du coup, la première question, c'est exactement donc si votre taux de rémunération est inférieur à l'inflation, est-ce que votre épargne permet d'acheter plus qu'aujourd'hui, exactement comme aujourd'hui, moins qu'aujourd'hui, ou vous ne savez pas? Voilà, prenez juste une seconde et mettez pause sur la vidéo. Et bah, comme vous pouvez le voir, du coup, la réponse est moins qu'aujourd'hui. Bah oui, si finalement votre taux est inférieur à l'inflation, bah, l'inflation grignote du coup votre épargne et du coup vous gagnez, enfin en tout cas vous pouvez épargner, vous pouvez dépenser, investir moins. Voilà, donc comme vous pouvez voir, seulement quand même c'est déjà pas mal, 63% et bah du coup des répondants ont donné la bonne réponse. Ensuite, la seconde question. Donc la seconde question, c'est en fonction de votre diversification. Donc si vous diversifiez, si vous répartissez votre capital sur différents placements, est-ce que votre risque de perdre de l'argent augmente ou est-ce qu'il ne change pas ou est-ce qu'il diminue ou est-ce que vous ne savez pas?
Et oui, bien sûr, la réponse et elle diminue. Forcément, plus vous vous diversifiez, plus vous répartissez vos investissements sur différents placements, bah forcément, plus votre risque de perdre va diminuer. C'est aussi logique. Voilà. C'est pour ça qu'on dit c'est mieux d'investir sur des ETF parce que vous n'investissez pas sur une action, par exemple, mais vous investissez sur un panier d'actions. Voilà, après, plus votre ETF sera spécifique, plus votre risque sera important. Mais si vous faites un MSCI World, voilà, vous êtes sur la bourse mondiale, voilà, il faut que le monde s'effondre pour que finalement votre ETF perde de l'argent. Donc voilà, c'est important encore une fois de se diversifier. Je le dis à chaque fois dans toutes mes vidéos. Mais voilà, diversifiez-vous parce que sinon, vous portez votre investissement, pardon, en tout cas, porte un gros risque. Allez, du coup, et la troisième question, alors attention, la voici. Donc, ça porte notamment sur les obligations. Donc, avec la hausse assez récente des taux d'intérêt, est-ce que la valeur de vos obligations, elle a augmenté? Est-ce qu'elle a baissé? Est-ce que la valeur n'a pas changé? Ou est-ce que vous ne savez pas? Et oui, du coup, la valeur, elle a baissé, ce qui est assez logique. Vous aviez avant une obligation, par exemple, à 1%, voilà, sur vos fonds euros magnifiques en assurance vie. Donc, vous aviez une obligation à 1%. Les taux d'intérêt, ils explosent. Par exemple, ils passent à 3%. Et la valeur, elle vaut plus rien parce que finalement, si vous voulez revendre votre obligation, si la personne, elle peut avoir du 3%, donc pour avoir du 1%, elle va l'acheter 3 fois moins. Donc voilà, donc ça veut dire que vous perdez du coup la valeur. Alors après, bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à l'échéance et là, vous allez récupérer votre capital. Mais si vous avez besoin de vendre, vous perdez de la valeur. Donc ça, c'est quand même très, très important à l'avoir en tête. Et finalement, il faut faire attention justement sur les obligations parce que, vous voyez, vous passez de 1 à 2%, on se dit que c'est rien, mais en fait, de 1 à 2%, vous avez perdu 50%. Donc vraiment, c'est important. Alors sur une action, finalement, on se base plus sur la valeur réelle de l'action, mais sur une obligation, c'est le rendement qui compte. Donc vraiment, vous voyez, c'est hyper important. Et vous voyez qu'il y a seulement 29% des gens qui ont bien répondu sur cette question. Et au global, si on regarde donc le résultat, il y a seulement 13% des gens qui ont bien répondu aux 3 questions. Donc 13%, alors qu'il y avait quand même presque une majorité des gens qui disaient qu'ils connaissaient bien, finalement, qui avaient une bonne culture financière. On peut noter que finalement, c'est pas terrible. Voilà, donc mettez-moi en commentaire si vous avez bien répondu du coup aux 3 questions et on passe du coup à la suite. Et maintenant, on va voir les sources d'information de ces Français et leurs relations avec leurs conseillers financiers, que ce soit banque, que ce soit du coup CGP ou autre. Donc, en gros, la moitié des Français recherchent des informations sur les produits d'épargne et placement. Donc déjà, c'est bien parce qu'en effet, je suis là, enfin moi c'est ce que je vous dis à chaque vidéo, c'est faire votre propre recherche. Donc il faut faire ses recherches avant d'investir. Donc il y a au moins la moitié des gens qui font des recherches, donc exactement 53%, qui font des recherches en tout cas avant d'investir. Alors en tout cas, il y en a 14% qui le font de façon presque systématique, régulière, et 39% au moins de temps en temps. Mais ça veut dire aussi qu'il y a l'autre moitié qui fait aucune recherche. Donc c'est quand même assez emmerdant, honnêtement, je trouve, par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir comme information? Donc, au niveau bourse, ok, donc c'est un point quand même important. Donc il y a 57% des gens qui se disent, en tout cas, s'informer sur la bourse, et donc 17% de façon régulière. Ça, c'est intéressant, ça veut dire que, comme on a pu le voir juste avant, ça veut dire que les gens qui investissent en bourse sont des gens qui s'informent encore plus que, encore une fois, des gens qui vont peut-être juste investir sur leur assurance vie, fonds euros, ou en tout cas des placements un peu tout faits par la banque. Donc, c'est des gens qui s'intéressent un peu plus. Donc ça, point quand même plutôt, je trouve, plutôt intéressant. Ensuite, alors ça, je trouve ça assez, vraiment plutôt pas mal comme information. Donc, quelle est la principale source d'information avant d'effectuer un placement? Donc, on va aller voir ça. Donc, en numéro 1, c'est le conseiller bancaire ou financier. Donc, on va dire le conseiller de votre banque ou un CGP. Donc, pour 48%. Donc, c'est vraiment presque la moitié. Et ce qui est honnêtement, je trouve un peu flippant, comme je vous ai dit avant. Encore une fois, votre banquier n'y connaît strictement rien. Enfin, il ne connaît pas plus que vous, finalement, l'investissement. En fait, la première question que vous devriez demander à votre banquier avant d'investir, c'est est-ce que lui-même
il investit dans ce placement avec son propre argent? Déjà, ça serait la première question à lui poser. Alors après, il va peut-être vous dire oui, parce qu'en effet, il n'y connaît rien. Mais ça, c'est la première question à poser. Et après, la deuxième question, c'est quels sont vos objectifs, vous, monsieur le banquier, et quelles sont du coup vos performances en tant que personne physique. Donc voilà. Et déjà, en fonction de ça, ça permet de voir quel est le profil de la personne en face. Et si la personne, elle vous dit, encore une fois, j'ai investi un peu pour ma retraite et j'ai mis un peu sur le placement de l'entreprise comme ça, mais sans trop savoir. Bon voilà, en fait, il ne connaît strictement rien à l'investissement. Mais si voilà, il a commencé à investir dans l'immobilier, par exemple, vous cherchez un crédit immobilier, vous voulez investir dans l'immobilier, SCPI, peu importe, et avec votre banquier, il investit lui-même dans l'immobilier. Bon voilà, ou en tout cas, il y a quelqu'un en face qui vous comprend et qui comprend les enjeux, en tout cas, d'un investisseur immobilier. Donc ça, c'est un point pour moi hyper important, c'est d'avoir quelqu'un en face, en tout cas, qui comprend cela. Donc ça, premier point. Ensuite, en deuxième position, ce qui est aussi un peu flippant, c'est les proches, donc parents, amis, collègues. Alors ça peut être une première approche. Je trouve ça assez même logique. En tout cas, voilà, un collègue, un ami, ou en tout cas vos parents, sœurs, frères, peu importe. En tout cas, vous parle d'un investissement. Voilà, il a commencé à investir dans le Bitcoin. Voilà. Bon, voilà. Pour une première approche, je trouve que ça peut être logique et d'avoir en tout cas quelqu'un avec qui on a confiance. Ça me paraît assez normal. Mais après, il faut en tout cas avoir une deuxième lecture, donc une deuxième source d'information. Et là, on voit après, vous voyez, tout en bas, donc la moyenne la moyenne de sources d'information, elle est de 1,8. Ça veut dire quand même qu'il y a énormément de gens qui ont qu'une seule source d'information. Donc ça veut dire potentiellement là-dedans, c'est leur seule source d'information, c'est leur ami, voilà, qui va leur dire, moi j'ai investi dans le Bitcoin. Ok, mais lui c'est peut-être lié à son objectif, il n'y a peut-être pas de souci. Mais est-ce que vous, c'est lié à votre objectif, à votre personnalité par rapport au risque? Est-ce que voilà, encore une fois, voilà, peut-être que pour eux c'est bon, mais peut-être pas pour vous. Et c'est pas cette personne-là, en tout cas, qui va pouvoir vous conseiller aussi par rapport à vous. Et encore une fois, c'est important, l'investissement, c'est personnel. Ensuite, donc, site internet de banque. Ensuite, on a documents d'information sur les produits, les banques sur les réseaux sociaux, comparateurs sur Internet. Donc là, on commence à avoir toute la partie plus Internet. Mais on voit, encore une fois, ça reste, voilà, vraiment documentation d'information. On a les banques, on a des comparateurs, ok. Après, on a les médias. Donc les médias, ça s'il faut bien comprendre, c'est que les médias spécialisés, entre guillemets, en fait, même médias spécialisés ou autres, bien sûr, à qui ils appartiennent en France? 90% de l'audience, même c'est 95% de l'audience des médias français appartiennent à 10 milliardaires et l'État français. Donc, par exemple, là on va aller sur un média spécialisé, les Échos. À qui appartient les Échos? Bernard Arnault. Donc forcément, dans les Échos, il va vous dire achetez du LVMH pour mettre dans votre PEA. En tout cas, ils ne vont pas critiquer LVMH. Donc, c'est assez logique. Donc, encore une fois, ces médias sont clairement pas, en tout cas pour moi, selon moi, de bonnes sources d'informations. Ensuite, on a les sites AMF et autres. Ok, bon, pourtant, c'est un peu indigeste, mais en tout cas, il y a des gens qui y vont et c'est quand même intéressant. Et seulement 5%, tout ce qui va être influenceurs et communauté financière en ligne. Donc, 5%, ça me paraît quand même assez bas. Mais bon, pourquoi pas, et encore une fois, je me doute que c'est plus ou moins ça. Après, notamment par rapport à beaucoup quand même la communauté bourse, crowdfunding et crypto, voilà, je sais quand même qu'il y a beaucoup justement qui s'informent par rapport à ce biais-là, Internet, à YouTube, donc ça me paraît quand même assez bas par rapport en tout cas à ce qui a été répondu. Et ça, c'est pas pour me déplaire, donc la prise de décision dans le choix de vos placements, donc vous décidez seul par vous-même. Et oui, si vous avez fait vos propres recherches, c'est à vous, du coup après de prendre votre propre décision. Encore une fois, c'est à vous de prendre le risque et à vous de prendre vos propres décisions. Et ça, je le dis à chaque fin de vidéo. Donc ça, 41%. Du coup, moi, ça me plaît beaucoup. Allez, ensuite, qu'est-ce qui va être intéressant là-dedans? Donc ça, c'est pas très intéressant, cette partie-là. Ensuite, donc ça... Voilà, clairement pour moi, c'est aussi un point intéressant. Donc, dans la plupart des cas, le conseiller a pris le temps de dresser un bilan de la situation avant d'effectuer une recommandation. J'ai envie de dire, heureusement, encore une fois, une recommandation, comme je vous l'ai dit, doit être personnalisée. Donc, ça, encore une fois, peut-être qu'un bon investissement pour un tel n'est pas un bon investissement pour une autre personne. Parce qu'encore une fois, ça dépend de vos objectifs. Mais pour ça, il faut avoir des objectifs. Donc, on voit que 63% des conseillers ont pris le temps en tout cas de poser les questions pour dresser un bilan et de connaître vos objectifs. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. En tout cas, les Français ont une bonne perception par rapport à ça. Donc ça, c'est un très très bon point. Et après, seulement
ça fait quand même 93%. Et des Français ont l'impression qu'après on leur a donné un conseil adapté à leur situation. Donc honnêtement, plutôt pas mal là-dessus. Ensuite, alors ça c'est important, et ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc encore une fois, votre conseiller financier CGP ou votre banquier est là, encore une fois, pour pousser les produits qui le rémunèrent. Donc le banquier, forcément les produits de la banque, parce qu'il a des bonus là-dessus. Et le CGP, la plupart des CGP en tout cas, je crois que c'est à peu près la stat, ça doit être 95%, sont payés par les produits qui poussent. Donc, et ça veut dire que plus un produit va le payer, plus il va le pousser. Encore une fois, c'est normal, on veut tous gagner de l'argent. Donc, ce ne sera pas forcément un bon produit pour vous, mais ce sera un bon produit pour lui. Voilà, donc ça, il faut l'avoir en tête. Et voilà, donc les Français sont quand même plus ou moins conscients de ça, donc 50% en tout cas comprennent en tout cas qu'un conseiller financier est rémunéré par les frais qui pèsent sur le produit souscrit. Donc ça, il y a quand même au moins 50% des gens qui sont conscients de ça. Et donc ça, c'est déjà pas mal en tout cas. Et le dernier point, donc ça, j'ai envie de dire que, on va en discuter, mais donc 8 Français sur 10 pensent que leur épargne est en sécurité dans un établissement financier établi en France. Donc quand même, quasiment 80% le sont. J'ai envie de dire, oui et non. Alors certes, les banques françaises ne sont pas les banques les plus à risque, mais encore une fois, en fonction de votre patrimoine, en fonction de vos objectifs, est-ce que c'est judicieux d'avoir tout son argent en euros déjà? Est-ce que, typiquement, votre objectif, c'est de placer pour votre retraite? Donc, par exemple, votre retraite, vous avez 40 ans, votre retraite, c'est ça va être dans à peu près 25-30 ans. Est-ce que vous, dans votre conviction, est-ce que vous pensez que dans 25-30 ans, l'euro sera toujours là? Si vous placez dans une assurance vie fonds euro, là c'est que sur l'euro. Hein. Donc, est-ce que l'euro sera toujours là? Si l'euro est plus là, vous perdez tout. Donc voilà. Après, à vous de voir aussi en fonction de de votre perception, de vos avis, de vos pensées et voilà, de vos convictions. C'est important d'investir aussi par rapport à tout ça. Et selon moi, encore une fois, il faudrait au moins se diversifier aussi dans différents pays. Parce que peut-être que la France demain elle peut s'écrouler, mais voilà, peut-être qu'il faut aller avoir au moins, si vous voulez rester sur de l'euro en Europe, avoir des comptes peut-être en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg. Hein, il y a des assurances vie au Luxembourg qui sont très très bonnes. Voilà, peut-être d'autres en Espagne, en Italie. En tout cas, il y a d'autres possibilités et c'est facile en tant qu'Européen d'ouvrir des comptes dans ces pays-là. C'est très très simple. Donc c'est une manière de se diversifier. Et encore une fois, aussi toujours selon votre patrimoine, mais en France, la loi, elle vous garantit, entre guillemets, du coup, jusqu'à 150 000 euros. Mais du coup, si vous placez 200 000 euros, en tout cas, vous pouvez perdre immédiatement 50 000 euros si la banque, elle fait faillite. Ça, il faut l'avoir quand même en tête. Et, en tout cas, pour tous ceux qui sont notamment, par exemple, en assurance vie ou via les PEA, mais en tout cas, il y a la loi Sapin 2, en tout cas pour les assurances vie. En tout cas, qui peut bloquer votre argent et qui peut vous empêcher de sortir si vous en avez besoin. Il faut comprendre ça. Et surtout, pour tous ces enveloppes, en tout cas réglementées, vous êtes, en tout cas, il y a un risque par rapport aussi à la législation. Parce que la législation, elle peut changer. Là, on voit en ce moment, avec les lois finances, voilà, ils cherchent de l'argent. Et demain, ils peuvent vous dire finalement, votre avantage fiscal par rapport au PEA, par rapport à votre assurance vie, demain c'est fini ou elle réduit et ils vont la grignoter et sans vraiment que vous en rendiez compte parfois. Et en fait, sous 15-20 ans, peut-être qu'en fait, vous n'allez rien gagner à cause de ça. Parce qu'encore une fois, il faut toujours comparer aussi par rapport à l'inflation. Donc vraiment, voilà, pour moi, c'est important de comprendre tout ça et surtout de se diversifier et surtout d'avoir une vraiment culture financière, se renseigner par rapport à tous vos investissements. Je voulais juste voir un dernier petit point. Je vous ai dit justement, il y a quand même 24% des femmes, elles, qui ne sont pas vraiment en confiance par rapport du coup à la sécurité des établissements financiers en France. Peut-être que les femmes sont un peu plus lucides, on va dire, par rapport à ces risques. Voilà. Et en tout cas, voilà pour cette présentation. Bien sûr, mettez-moi en commentaire selon vous, si vous avez une bonne culture financière ou pas. Dites-moi en tout cas tout ce que vous pensez en commentaire. Likez la vidéo si vous avez apprécié celle-ci. Partagez-la à des gens que ça peut intéresser. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.